Bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine des ambassadeurs côté européen. Alors, quelle Europe souhaitez-vous? Le rêve européen fonctionne-t-il encore pour vous? Eh bien, nous allons pouvoir en débattre ensemble pendant 1 heure en compagnie de grands témoins et acteurs du vieux continent, des ambassadeurs de France basés à Bruxelles, en Italie, en Grèce, en Grande-Bretagne. C'est la toute première édition de cette rencontre entre représentants de la diplomatie et grand public. Alors profitez-en et enrichissez cette rencontre de vos questions. Je vous invite à les préparer tout de suite et puis de vos tweets également. La crise économique et sociale en Europe ne vous a pas échappé. Elle a vu la montée de l'euroscepticisme et la percée aussi des partis anti-Europe lors des dernières élections européennes l'an dernier. Et puis la crise grecque là-dessus, la poussée migratoire aux portes de l'Union européenne ont mis à mal notre modèle européen de solidarité, avec l'idée maintenant que l'on pourrait vouloir sortir de ce club, pourtant très convoité jusqu'ici, avec ce mot « exit » qui est décliné à toutes les sauces. On parle de Grexit, donc sortie, néologisme épouvantable, hein, sortie de la Grèce de la zone euro, ou encore Brexit, sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et pour en débattre avec vous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, je vous le disais, la première ligne des ambassadeurs en Europe. Sylvie Berman, bonjour. Vous êtes ambassadrice de France à Londres depuis 2014, dans une période particulièrement sensible, intéressante, puisque David Cameron, le Premier ministre conservateur, a promis un référendum sur le fameux Brexit très prochainement. On va en parler, bien sûr, mais vous avez été aussi ambassadeur, ou ambassadrice plus exactement, à Pékin et à Bruxelles. Alors, vous êtes à côté de Pierre Sellal, bon connaisseur des arcanes européennes, puisqu'il a passé beaucoup de temps dans la capitale européenne, représentant de la France auprès de l'UE de 2002 à 2009, et puis à nouveau aujourd'hui depuis 2014. Pour vous mettre un petit peu dans la confidence, c'est lui, par exemple, qui prépare lors des sommets européens et qui définit la position de la France sur des dossiers parfois très techniques, très compliqués. Alors, vous avez aussi été secrétaire général du ministre des Affaires étrangères, bien sûr, et vous êtes aujourd'hui à côté de Catherine Colonna. Bonjour. Depuis l'an dernier, ambassadrice de la France, donc à Rome. Alors que, je le rappelle, c'est le démocrate Matteo Renzi qui est au pouvoir et qui fait face aussi à un flux migratoire sans précédent pour son pays. Vous étiez ministre délégué aux Affaires européennes de 2005 à 2007, une fonction un peu plus politique où vous avez déjà eu affaire aux jeunes, dialogué avec eux, tout comme dans votre poste à l'UNESCO. Et puis aujourd'hui, vous êtes à côté de Jean-Loup Kuhn-Delforge, bonjour, ambassadeur à Athènes depuis 2011, alors qu'on le rappelle, le Premier ministre de gauche radicale, Alexis Tsipras, est installé au pouvoir depuis 6 mois, maintenant qu'il remet son mandat en jeu le 20 septembre prochain, et que donc la crise grecque, évidemment, a beaucoup fait parler d'elle, avec un 3e plan de sauvetage. Vous avez aussi officié, je le rappelle, en Bulgarie, et puis était directeur de l'Office français de protection des réfugiés. Alors, 4 thèmes pour organiser tous nos débats. Suivez bien, s'il vous plaît, l'ordre de ces thèmes quand vous poserez vos questions. On va vous donner la parole très très vite. La Grèce d'abord, les attentes de la jeunesse, 2e thème. 3e thème qui va vous intéresser, la crise des migrants. Et puis, bien sûr, pour terminer, l'Europe à stop ou encore plus d'Europe, moins d'Europe. C'est évidemment une grosse problématique également. Commençons par la Grèce. J'aimerais pouvoir voir un micro circuler dans ce public et des premières questions venir sur la Grèce. N'hésitez pas à lever vos mains. Comme je dis, on ne mord pas. Très grand espace en bas des escaliers. Voilà. Bon, on va peut-être initier en tout cas la discussion et vous aurez des... Voilà, je vois des questions qui vont venir. Juste peut-être au fond, par là-bas. J'ai vu un jeune homme qui levait la main. C'est en général un thème qui intéresse. Un micro peut-être ? Si vous voulez rentrer directement, voilà, pour voir dès que les personnes se lèvent à 45. Levez-vous. Vous trouvez une petite place, mais c'est pas garanti malheureusement. Voilà.
Ah, on n'entend pas. C'est l'heure, il vaut mieux être en salle. Micro. Pas trop loin de moi. Ah. Bien, alors attendez. Venez plus. Ah oui, parce que là, on est assez de... Venez là, asseyez-vous. Après, ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là, Ah bah il faut pas être timide, faut pas être timide. est-ce que c'est avant? Venez au micro, sinon la salle ne vous entendra pas. Mais non, c'est avant. Bonjour à tous, merci. J'aurais une question. Le président, enfin le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a donné sa démission ce week-end. Est-ce que cela remet en cause la politique européenne en Grèce? Alors voilà, je pense que c'est à vous de démarrer sur Monsieur l'ambassadeur de Grèce. Je ne le pense pas. Je pense que c'est une question de politique intérieure d'abord. C'est-à-dire qu'Alexis Tsipras veut avoir une majorité à sa main, ce dont il ne dispose plus à la suite des départs de ce qu'on peut appeler des frondeurs au sein de son parti, au sein de Syriza, qui lui-même est à l'origine, qui n'était pas un parti, qui est un parti très récent, qui est un conglomérat de différentes tendances, issues pour l'essentiel de l'ancien parti communiste grec. Donc je pense que si Alexis Tsipras veut avoir la main, et il pense l'avoir, et les observateurs pensent qu'il l'aura à la suite des élections qui auront lieu le 20 ou le 27 septembre, peu importe, ce sera effectivement pour mettre en œuvre l'accord qui a été signé par le même Alexis Tsipras et qui a été adopté par le Parlement grec récemment. Alors justement, en tweet, Clément Laforge nous dit: la montée des extrêmes n'est-il pas la résultante d'un manque de clarté du discours des institutions européennes? Nous, on va essayer de faire un peu de clarté. Je vois que vous vouliez réagir, Pierre Sellal. Du côté, effectivement, institutions européennes, est-ce qu'il y a des inquiétudes à la fois sur ces élections et la remise en cause du fameux accord, quand même, un troisième plan de sauvetage, 86 milliards d'euros, qui s'ajoute aux 240 milliards déjà versés. C'est quelque chose d'important, mais en échange de réformes structurelles très importantes aussi réclamées aux Grecs. Oui, la question qui a été posée évoque une des dimensions de la négociation que nous avons eue ces derniers mois. C'est la suivante. Comment, dans l'Europe, telle qu'elle fonctionne, l'Europe à 28, avec ses institutions, faire la part entre la continuité des engagements pris par les États les uns vis-à-vis des autres, et les États vis-à-vis des institutions, et puis d'autre part, le jeu démocratique qui doit continuer à se dérouler au niveau national. Et donc la question qui a été posée, c'est: est-ce qu'une nouvelle consultation démocratique en Grèce peut remettre en cause les accords qui ont été négociés? Encore une fois, un des enjeux de la négociation que nous avons vue pendant 4 mois, c'était de concilier la nécessaire continuité des engagements pris par les États en Europe, et dans la zone euro en particulier, et puis le fait qu'il doit y avoir possibilité pour chaque État membre de procéder à des consultations démocratiques. Et même de porter au pouvoir, effectivement, un gouvernement de gauche radicale qui a un agenda un peu différent et qui souhaite le respecter aussi. Qui souhaite en tout cas s'approprier nationalement les réformes, les politiques qu'on lui demande de mettre en œuvre. Et si cette négociation a été longue, c'est qu'il a fallu procéder à cet ajustement entre les engagements pris au nom de l'État et ce qui était la plateforme électorale de Syriza. Et peut-être faut-il voir positivement ce qui va se passer dans les semaines à venir en Grèce, à savoir un aval démocratique à l'issue de ces élections qui auront lieu à ce qui a été négocié par M. Tsipras, Premier ministre. Donc l'idée qu'il y ait une nouvelle consultation n'est pas forcément un élément négatif, bien au contraire. Alors, je vois effectivement nouveau tweet sur la Grèce, plus précisément, quelles conséquences économiques d'un Grexit pour le gouvernement grec? Alors pour l'instant, on n'y est pas, finalement, la menace semble s'éloigner, mais les conséquences auraient été très négatives. Les conséquences seraient surtout très négatives pour la population grecque en premier lieu, parce qu'effectivement, revenir à une autre monnaie, consisterait, alors que les dettes resteraient libellées en euros, serait une catastrophe, d'abord dans un premier temps, pour la population dans son ensemble. Je crois que ça introduirait des conséquences sociales qui seraient tout à fait dramatiques, même si certains observateurs disent qu'au fur et à mesure du temps, au bout de quelques années, effectivement, il y aura peut-être un intérêt économique à retourner à l'ancienne monnaie. Il n'en reste pas moins que pour le pays, et surtout pour la population, ce serait de véritables catastrophes sociales et là, vraiment humanitaires.
Alors, on continue effectivement les questions. N'hésitez pas à lever vos mains. Voilà, je vois un jeune homme au fond. Voilà, une petite question sur la Grèce toujours. N'hésitez pas aussi à poser à nos autres intervenants d'Italie et de Grande-Bretagne sur ce dossier grec qui intéresse toute l'Europe. Merci. Mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, derrière les Eurogroupes, les sommets européens, il est clairement apparu que c'était le coup franco-allemand qui était à la manœuvre. Est-ce que la diplomatie européenne se résume à la diplomatie franco-allemande ? Alors peut-être Catherine Colonna là-dessus, parce que justement, vu d'Italie, est-ce qu'on a eu l'impression de cette prédominance du tandem franco-allemand ? Oui, toujours, parce que l'Italie a parfois le complexe des pays intermédiaires qui veulent faire beaucoup, qui sont profondément européens, qui sont engagés dans des réformes et qui en même temps ont parfois une difficulté à performer seuls. Donc une relation toujours complexe à l'égard de l'Allemagne et à l'égard de la France, même si elle est positive, il y a cette relation de puissance qui n'est jamais simple. Ceci dit, l'Italie a bien suivi. Non seulement elle a bien suivi, mais ce sont des gens réalistes que la crise a frappé. La crise a frappé l'Italie beaucoup plus que la France. On ne le sait pas suffisamment, mais c'est un pays qui a perdu 10% de sa richesse nationale depuis la crise économique et financière de 2007. 9% exactement. Alors nous, on est parfois insatisfaits ou impatients. Un pays qui perd 10% de sa richesse nationale, c'est un pays qui sait qu'il va falloir se retrousser les manches et s'en sortir. C'est ce que font les Italiens avec des réformes structurelles profondes, administration publique, justice, administration territoriale, réforme constitutionnelle, réforme du marché du travail. Ils sont donc peut-être un peu plus durs que nous dans la négociation avec la Grèce, dans la mesure où ils savaient que si la Grèce devait ne pas conclure positivement ces négociations, eh bien c'était leur pays, l'Italie, qui était sans doute ensuite la première exposée au jeu des marchés, avec une dette publique importante, avec un chômage qui a explosé avec la crise, qui a doublé depuis 2007. Le chômage a doublé depuis 2007, avec un chômage des jeunes énorme. Donc une fragilité structurelle qui fait que, je résume assez souvent les choses en disant par facilité que c'est un pays qui est plus malade que nous, plus malade que la France, mais qui a davantage envie que nous de guérir. Donc ils vont de l'avant et ils tiennent bien la ligne. Donc au total, ils ont joué le jeu avec les susceptibilité des uns et des autres qu'on connaît. Ça, c'est le jeu européen, c'est normal. Alors Sylvie Berman, vue d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne, pardon, bien sûr, de Grande-Bretagne, est-ce que ce dossier grec a intéressé néanmoins, parce qu'évidemment, ils ne sont pas ni dans l'eurozone, ni finalement particulièrement partie prenante dans la dette grecque, et pour autant, est-ce qu'ils se sentent véritablement concernés ? Puisqu'on parlait du tandem franco-allemand à la manœuvre, les Britanniques, où sont-ils dans cette affaire ? Alors, le Royaume-Uni est resté très discret, considérant qu'effectivement il n'était pas membre de la zone euro, donc il n'avait pas à intervenir. En même temps, il était assez inquiet. Et son intérêt est à une zone euro qui fonctionne bien, puisque c'est le premier partenaire de l'Union européenne, du Royaume-Uni. Et que par ailleurs, pour gagner le référendum, le fait d'avoir une zone euro forte sera un argument positif. En ce qui concerne le tandem franco-allemand, je crois qu'il est perçu pour ce qu'il est au Royaume-Uni, mais le rôle du président de la République française a été très apprécié au moment de la négociation sur la Grèce et de la solution qui a été trouvée. Et c'est la raison pour laquelle il est clair pour le Royaume-Uni qu'il faut des négociations très étroites avec la France dans la perspective du référendum. Et d'ailleurs, le président de la République se rendra très bientôt à l'invitation de Cameron à Londres. Alors, beaucoup de tweets sur la Grèce. Mathias Youp, comment la population grecque vit au quotidien les changements économiques. Un autre tweet de Christophe Lefebvre, le rapprochement avec de la Russie avec la Grèce ne peut-il pas créer un basculement géopolitique? Et puis une question, je vois là-bas, d'une jeune fille qui levait la main, ou d'un jeune monsieur, pardon. Oui, bonjour à tous. Je voudrais savoir juste une question très très simple, parce qu'on entend souvent parler de Grexit ou de Brexit. Je voulais savoir si depuis la création, enfin le processus de la construction européenne, il y a un texte fondateur, que ce soit le traité de Paris en 51, le traité de Rome en 57, qui prévoit dans les textes juridiquement comment se déroulerait la sortie d'un pays de l'Europe,
ou bien alors depuis le processus de l'union économique monétaire, un texte qui prévoit la sortie de l'euro? Alors, très bonne question. Est-ce que c'est prévu par les traités? Ça, c'est vraiment une bonne question, effectivement, sur la possibilité. Alors, d'abord, deux choses différentes. Le Grexit et le Brexit, c'est très différent techniquement, justement, dans les traités. Monsieur Sellal. Oui. La situation juridique aujourd'hui est la suivante. Avec le traité de Lisbonne, qui est le dernier traité en date, c'est le traité en vigueur. Il y a une possibilité de sortie de l'Union. Donc de Brexit, par exemple, la Grande-Bretagne pourrait choisir par référendum de sortir de l'Union européenne. Il existe la méthodologie. Une procédure a été définie, des règles ont été fixées par le traité. Évidemment, tout ceci donnerait lieu à négociations compliquées, mais cette possibilité théorique existe, elle a été prévue par le traité. Rien de tel s'agissant de la zone euro. C'est un des paradoxes de la situation telle que nous l'avons... Il n'y a pas de méthode pour sortir de l'euro. Non, c'est une des raisons pour lesquelles la France a toujours considéré dans cette négociation que la sortie de la zone euro ne devait pas être une option, parce que c'était partir dans des eaux très inconnues et s'exposer à des risques considérables sur le plan économique et financier, pas seulement pour la Grèce, qui aurait été évidemment la première victime de cette exploration de ce que représentait une sortie de la zone euro, mais pour la zone euro dans son ensemble. Alors, on conclut effectivement sur les deux précédentes questions que vous aviez regardées avec attention, je crois, des tweets. D'abord, la population. La population vit très mal, effectivement, ce qui lui a été soumis et infligé depuis 4 ans, 5 ans. Je rappelle que les baisses de salaire et de pension avoisinent 40%, qu'en même temps, les impôts et les cotisations sociales ont augmenté, et dans un pays qui, jusqu'à très récemment, avait un niveau de prix supérieur au prix français et au prix allemand. Donc il est bien certain que la classe moyenne, et notamment la classe moyenne, a été complètement comprimée entre ces deux mouvements. Ce qu'il faut dire cependant, c'est que toute la population grecque n'a pas été affectée par ces compressions. Lorsque l'on dit que les Grecs ne payent pas leurs impôts, il faut rappeler que les salariés et les fonctionnaires sont prélevés à la source. Donc ils ont été directement affectés par les baisses qui ont été opérées. Mais encore une fois, cette austérité n'affecte pas la totalité de la population. Quant au basculement vers la Russie, dont on a parlé, je crois qu'il faut vraiment éviter d'en faire un thème excessif. C'est vrai qu'il y a traditionnellement une solidarité, des liens entre la Grèce et la Russie. Il est certain aussi que la Russie joue peut-être de cet aspect, mais on est très loin de réorientation de la Grèce vers la Russie. Cela dit, Pierre Sellal faisait allusion aux effets d'un Grexit. Il y a aussi des effets et des questions qui sont géopolitiques et qui sont aussi d'ancrage de la Grèce à l'accident de l'Europe, qui sont une des raisons pour lesquelles la Grèce est rentrée dans la communauté européenne au départ. Donc une inquiétude géopolitique, mais finalement peut-être que la Russie n'est pas tout à fait prête non plus à payer le prix forcément d'un rapprochement grec. Alors, on passe au deuxième chapitre important quand même, hein, puisqu'il faut avancer. Et puis ça va vous intéresser évidemment, l'Europe et les jeunes au premier plan. Attention, 3% en moyenne d'expatriés ces 10 dernières années en France, et puis un espèce de boom quand même ces 2-3 dernières années. On est à 2,5 millions et les jeunes se sentent globalement peu concernés par l'Europe. On l'a constaté aux dernières élections européennes aussi, ils sont tentés de ne pas aller voter. Plus de la majorité des moins de 25 ans, j'ai envie de dire, ne s'est pas déplacée vers les urnes aux dernières européennes en 2014. Alors pourquoi un tel désintérêt? Est-ce que vraiment les Européens ne parlent pas le même langage? Catherine Colonna, vous avez été ministre des Affaires européennes. Est-ce qu'il n'y a pas non plus de personnalité charismatique pour incarner finalement cette Europe, puisqu'elle ferait peut-être un peu trop d'ombre pour le coup au chef d'État et de gouvernement? Qu'est-ce qui se passe entre l'Europe et la jeunesse? Votre explication, ça n'est pas celle que je mettrais en priorité parmi les facteurs multiples qui font qu'aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, l'Europe n'est plus un rêve. On n'a pas révolutionné la matière, hein, parce que tout ça, quand même,
archi débattu depuis des années. Je dirais que pour simplifier, il y a deux phénomènes qui se conjuguent, et c'est le télescopage des deux, l'addition des deux qui est mauvaise. D'abord, les acquis principaux de la construction européenne paraissent loin, paraissent évidents. Il n'y a plus la guerre. Mon père a fait la guerre, mon grand-père a fait la guerre, je présume que son père aussi. Tout ça, on l'a oublié. L'Europe vit en paix depuis maintenant 2, bientôt 3 générations, et donc la paix est considérée comme un acquis, quelque chose qui va de soi, ce qui est faux. Cela étant dit, on sait que de le rappeler n'est pas suffisant, mais je veux quand même le rappeler parce qu'on peut tout à fait imaginer une Europe, un continent européen sans l'Union européenne. Et on peut imaginer assez vite les difficultés, les tensions, peut-être même certains dérapages qui se produiraient. Je ne veux pas citer de pays, mais enfin, on peut regarder dans l'Europe d'aujourd'hui, et pas seulement dans l'Europe de l'ex-Yougoslavie, des pays qui ne sont pas capables de gérer leurs différends de façon sereine, pacifique et par la méthode communautaire. Le deuxième phénomène, il est plus grave, c'est la crise. Je pense que la crise a fait exploser le rêve communautaire. Elle dure depuis 7 ans, 8 ans. Plus de chômage, plus d'inégalités. C'est difficile de faire rêver les gens, c'est difficile de leur faire penser que l'Europe est là et résout leurs problèmes quand il n'y a pas d'emploi, quand il y a de la sécurité, quand l'horizon ne paraît pas forcément prometteur. Et l'addition des deux, beaucoup plus que le manque de vision politique, beaucoup plus que le manque d'engagement supposé de nos dirigeants, fait qu'on est à un moment où ça patine. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire repartir les choses? Là aussi, je vais redire des choses, hélas, dites avant moi et puis dites abondamment par nos autorités. Il faut bien sûr sortir de la crise par le haut. S'il y a une leçon à tirer de la crise grecque, à supposer qu'elle se résolve rapidement, c'est qu'il faut accélérer l'intégration. La France a fait des propositions, le président de la République s'est exprimé récemment là-dessus. Il y a un certain nombre de pays qui sont prêts à saisir cette perche. Et puis, il faut, et là je serai un peu plus direct, arrêter de faire des choses sans grande importance au détriment de choses plus importantes. Arrêter d'embêter les producteurs de palourdes. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, le problème sur les palourdes, qu'on retrouve aujourd'hui sur les vongolais. Il y en a plein la presse italienne parce que le réchauffement climatique fait que les vongolais réduisent, croissent moins et donc ont une maturité avec une taille où il leur manque 2 mm. Gros problème pour les Italiens que de ne plus pouvoir voir leurs vongolais acceptés dans l'Union européenne. Il y aurait quelque part, c'est ridicule. Pardon du mot, mais c'est ridicule. Quand on ne sait pas bien répondre à la crise financière, répondre à la crise économique, des petites choses, mais des grandes choses. Faire de la croissance, faire de l'investissement, s'occuper de la sécurité, qui est un autre thème, mais on en parlera. Faire des grandes choses et plus des petites choses. Arrêter de se tromper de sujet. L'Europe, beaucoup de tweets sur ce thème. Benoît Galland, l'Europe est surtout présentée comme une machine administrative très complexe lors des cours d'histoire géo au lycée. Dommage. C'est aussi présenté comme ça un peu en Grande-Bretagne, on a envie de dire, par une certaine presse, Sylvie Berman. Oui, en fait, en Grande-Bretagne, ce qui se passe, c'est que tous les Britanniques ne savent pas nécessairement qu'ils sont membres de l'Union européenne, alors que c'est une évidence ici, parce que vous dites ce n'est plus un rêve, mais je crois que pour tous les jeunes, en tout cas sur le continent, être européen, c'est effectivement une évidence. Cela dit, au Royaume-Uni aussi, si vous allez dans les universités, si vous voyez des jeunes qui ont une éducation, ils sont très heureux de pouvoir participer au programme Erasmus. Ils sont très heureux de pouvoir voyager sur le continent européen. Dans les universités, les fonds de recherche sont également fournis par l'Union européenne. Je crois que le problème, qui est vrai au Royaume-Uni, mais il est vrai aussi dans chacun de nos pays, c'est qu'on ne fait jamais la promotion de l'Europe. L'Europe est plutôt un bouc émissaire, donc dès qu'il y a une difficulté, on dit c'est à cause de Bruxelles. Mais on ne dit jamais ce que Bruxelles fait pour les citoyens européens, et ça je pense que c'est important. On oublie peut-être aussi de dire que tout ce qui a été décidé l'a été à 28, y compris par les pays concernés qui critiquent après les décisions. Donc il faut aussi rappeler de façon pédagogique cela. Une question à ma gauche. Oui, merci. Élie. Je voudrais juste rappeler le monsieur qui a posé la question, est-ce qu'il existe une sortie sur l'Union européenne? La réponse est oui. Il suffit d'aller dans les traités. Article 50, sur le TUE, il y a une sortie possible de l'Union européenne et de la zone euro. Et de plus,
je voudrais dire qu'il y a très peu de personnes qui en parlent, comme par exemple François Asselineau. Il y a des études aussi qui ont été faites, enfin bref, voilà. Et donc, ce que je veux dire ensuite, c'est que les jeunes, ils sont très intéressés par l'Europe, sauf qu'on ne leur permet pas de comprendre l'Europe. Et donc je pense qu'il faudrait un peu plus de transparence pour pouvoir, comment dire, si vous voulez, développer le sentiment européen ou des choses comme ça. Alors Voilà. Pierre Sellal, vous avez été interpellé là sur la transparence, plus de transparence, les choses qui se discutent derrière des portes closes finalement, entre dirigeants éclairés, et puis effectivement les jeunes pas assez associés, les citoyens globalement peut-être pas assez informés. Oui, vous avez raison de souligner que il n'y a peut-être pas un problème spécifique de la jeunesse, il y a un problème général aujourd'hui de désaffection, une large partie de nos opinions en Europe, en France y compris, vis-à-vis de l'Europe, du fonctionnement institutionnel et de ce qu'apporte l'Union. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne suffirait pas de multiplier les programmes à destination de la jeunesse, même si Erasmus est quelque chose de formidable, qu'il faut encore développer. Et qui a beaucoup de succès en plus. Et qui a un succès formidable. Le vrai sujet, c'est montrer que l'Europe apporte quelque chose, est porteuse de réalisation, est porteuse de projets. D'emploi, de croissance et de prospérité économique. mais est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi? Le vrai problème est celui-là. C'est quoi l'Europe, cette machine et ces règles que l'on négocie? C'est une moindre capacité de décider nationalement pour soi. C'est la nécessité de partager avec les autres. C'est de bâtir des politiques ensemble. Ça veut dire, reconnaissons-le, et c'est comme ça que beaucoup d'opinions, Catherine évoquait la question des vongolais aujourd'hui, pourquoi les Italiens ne sont plus capables de légiférer souverainement sur la taille des vongolais? Donc il faut montrer qu'il y a une contrepartie. S'il y a des règles à négocier en commun, s'il y a moins d'autonomie nationale, c'est parce que l'Europe doit démontrer qu'elle apporte en contrepartie davantage de croissance, davantage de prospérité, davantage d'emploi. C'est le cas? Vous en êtes convaincu? Ce dont je suis convaincu, c'est que l'alternative n'existe pas véritablement. S'il n'y avait pas d'Europe, si chaque pays serait réduit à ses propres forces face à la compétition mondiale, il est extraordinairement difficile de démontrer qu'il serait capable d'apporter davantage de création d'activités et création d'emplois. Mais donc, ma conclusion, c'est qu'on ne parviendra à reconquérir les opinions vis-à-vis du projet européen qu'à partir du moment où, effectivement, la démonstration sera apportée que l'Europe apporte des emplois, davantage de croissance, davantage de prospérité. Ça a été le cas pendant 40 ans, c'est moins le cas depuis 15 ans, et c'est ce gap qu'il faut aujourd'hui surmonter. Une dernière question peut-être, qu'on prend, et je vois que Catherine veut réagir, Catherine Colonna veut réagir aussi. Une dernière question peut-être sur ce chapitre, les jeunes et l'Europe. Oui, ma question c'est celle de... Est-ce qu'on n'assiste pas à une incapacité de l'Europe à réenchanter un espace qui jadis avait besoin de paix et qui est en total désamour avec une jeunesse aux abois face aux chiffres du chômage qui s'affichent les uns aussi dissuasifs et déprimants que les autres? Et puis l'autre aspect, c'est un espace qui s'exprimerait beaucoup plus par une tendance réglementaire excessive, abscon, incompréhensible, où on voit poindre à l'horizon des technocrates qui seraient totalement coupés du terrain. Donc en fait, il n'y a plus de lien entre ceux qui ont besoin d'être enchantés, à qui on doit montrer un cap, lequel cap devient complètement incompréhensible et inaudible. Pas de technocrates coupés du terrain sur ce plateau. Nous avons des invités qui ne pratiquent pas la langue de bois et qui vont vous répondre très clairement. L'Europe désenchantée, Catherine Colonna. Non, ça, sûrement, je suis plus d'accord avec les prémices de la question qu'avec la suite de la question. L'Europe, elle est démocratique, c'est nos gouvernants sous le contrôle de parlements et de nos parlements qui font les décisions européennes. En revanche, il y a un désenchantement, que ce soit plus un rêve, que ce soit plus un idéal, tout simplement, alors que ça devrait être un idéal. C'est la conséquence claire de l'éloignement de l'urgence, de l'impératif de faire la paix, qui était celui de nos pères et bientôt de nos grands-pères. Et puis la crise économique qui frappe, qui crée non seulement du chômage, des inégalités, des difficultés économiques réelles, mais qui crée, ça c'est le pire, hein, qui crée un sentiment de repli sur soi et d'égoïsme. Donc on est dans une phase d'égoïsme où chacun essaye de regarder comment s'en sortir tout seul,
au lieu de voir comment s'en sortir collectivement. Et c'est là que tout à l'heure, je voulais rebondir sur l'observation pertinente de Pierre. On ne peut pas démontrer que ça se serait passé mieux sans l'Europe. Mais franchement, posez-vous la question, la crise économique et financière qu'on a prise dans la figure depuis 2007-2008, qui peut imaginer que nos pays seuls, isolément, chacun dans son coin, s'en serait sorti bien. Alors franchement, vous m'appelez s'il y a quelqu'un qui pense qu'on s'en serait sorti bien. On aurait tous explosé, ou la moitié d'entre nous, on aurait explosé. Alors, c'est pas parfait, mais voyons comment faire mieux, au lieu de se dire « Ah ben ça va pas bien, donc on jette le bébé avec l'eau du bain. » Enfin, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ce serait grave. Alors, on referme là-dessus notre chapitre, l'Europe et les jeunes, pour ouvrir celui très intéressant également des migrations. Je rappelle quand même que 2300 migrants sont morts en Méditerranée depuis le début de l'année, avec un poids de ce flux migratoire de 100 000 migrants côté italien, 50 000 même côté grec. Alors on va revenir vers vous d'ailleurs pour parler de cette dernière actualité grecque, parce que c'est vrai que la Grèce est un pays fragilisé économiquement, mais elle l'est aussi par ce flux de migrants qui pèsent dans la balance beaucoup, qui génère d'ailleurs des tensions avec ses voisins dans les Balkans. Et aujourd'hui, eh bien, elle demande un peu, elle aussi, comme l'Italie d'ailleurs, le partage du fardeau, que les Européens soient un peu solidaires face à cette pression migratoire. Effectivement, l'autre aspect de la crise grecque, c'est aussi cette question migratoire. Il n'y a pas seulement la question sociale, il n'y a pas seulement la question de la dette, il y a la question des migrations. Je rappelle qu'actuellement, à la suite de la fermeture de la frontière terrestre gréco-turque, les flux migratoires passent par la mer Égée, et de manière évidemment beaucoup moins spectaculaire qu'en Italie, parce qu'il ne s'agit plus de franchir la Méditerranée, il ne s'agit plus d'avoir ces esquifs qui coulent entraînant des morts très, très médiatiques et des situations affreuses. Là, ce sont quotidiennement, avec quelques kilomètres simplement à franchir, jusqu'à 4000 personnes cet été, 4000 personnes qui arrivent par jour dans les îles grecques. Il y a des îles dont la moitié de la population quasiment est formée de migrants. Donc on imagine très bien la situation qui est celle d'un pays qui ne veut pas abdiquer ses responsabilités, mais qui est totalement désarmé à l'égard de cette situation. Et je pense, vu de Grèce, que cette question migratoire sera vraiment un des tests de la solidarité européenne et un des tests de l'efficacité européenne à venir. Alors, on va prendre des questions sur ces questions migratoires auxquelles j'imagine les jeunes sont très sensibles. Je vois une main se lever par là, un jeune homme. Bonjour, Aris Brick, étudiant en sciences politiques. Ma question, c'est sur Frontex. Donc Frontex, c'est l'organe de gestion de la migration au niveau européen. Et c'est une dotation de 115 millions d'euros par an, ce qui est totalement pas du tout assez. Donc ma question, c'est comment, quand et avec quels moyens nous allons mettre en place une politique européenne d'accueil des migrants, de frontières et de gestion de nos frontières européennes. Voilà, merci à vous. Alors Pierre Sellal, et puis on parlera un peu de Calais avec vous, Sylvie Berman aussi. C'est un problème d'une infinie complexité et avec lequel nous allons devoir vivre pendant des années, compte tenu de ce que va représenter la pression s'exerçant sur l'Europe dans les années à venir. C'est un domaine dans lequel il y a des règles. Elles sont définies dans ce qu'on appelle le traité de Schengen, qui est devenu traité européen, qui repose sur deux principes. La libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. La plupart des jeunes qui sont ici ont toujours vécu, je pense, dans l'Europe de Schengen, c'est-à-dire sans contrôle aux frontières intérieures. Et puis, la contrepartie de cette libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, c'est une politique commune à l'extérieur. Frontex est un des instruments, effectivement, dont dispose l'Union pour aider chacun des États membres à gérer la partie de la frontière extérieure qui le concerne. Tout ceci a fonctionné tant bien que mal, tant qu'il s'agissait de gérer des flux que je qualifierais de raisonnables, de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile. Aujourd'hui, ces règles, ces instruments sont effectivement mis en ampleur par l'ampleur des flux auxquels les pays font face et le fait qu'ils soient aussi répartis de manière très inégale entre les États. Certains
la Grèce, l'Italie, Malte sont des États de première entrée. C'est eux qui font face immédiatement aux premières demandes d'arrivée des migrants et des réfugiés. Et ensuite, la capacité de répartir ces migrants, notamment ces réfugiés, parce qu'il ne s'agit que de répartir ceux qui sont justiciables d'une protection particulière et d'un statut de réfugié à l'intérieur de l'Europe, appelle la mise en œuvre de mesures de solidarité. C'est difficile parce que ce n'est pas spontané et il faut en décider. La commission Juncker a essayé réussi d'ailleurs à répartir quelques dizaines de milliers de migrants entre les 28, mais alors sur la base du volontariat, on voit bien qu'on traîne beaucoup des pieds. Ça a créé aussi, on peut le dire, un certain nombre de tensions entre la France et la Grande-Bretagne, Sylvie Bermann, parce que je crois que vous connaissez bien la question de Calais. Alors la Grande-Bretagne, elle n'est pas dans l'espace de Schengen, précisons-le bien pour notre public, et donc du coup, bloque toute volonté d'aller faire une demande d'asile ou d'aller proposer une migration véritablement du côté de la France, et donc il y a ce nœud de tension à Calais, où vous étiez présente, je crois, récemment. Oui, je suis allée à Calais où j'ai accompagné le ministre de l'Intérieur et son homologue britannique, Theresa May. Ils ont pris un certain nombre de mesures, je vais revenir dessus. Mais je crois que le sujet a été très médiatisé parce que Calais, c'est un goulot d'étranglement. En fait, c'est peu de réfugiés, c'est 3000, alors qu'il y en a 320 000 qui sont arrivés depuis le début de l'année en Europe. Mais il se trouve que c'est le seul moyen d'accès vers le Royaume-Uni. C'est dans une période compliquée aussi, puisque c'est dans la perspective d'un référendum, et le parti nationaliste UKIP a fait de l'immigration le problème principal de l'Union européenne. Donc c'est un sujet sur lequel je peux dire que David Cameron marche sur des œufs. Et puis l'incompréhension... Il a aussi mis en avant le fait que peut-être qu'il ne fallait pas verser toutes les aides sociales aux migrants, etc. Il joue aussi un petit peu sur ces thématiques, David Cameron. Absolument. Dans les réformes de l'Union européenne, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées également. Mais ce qui a été décidé pendant la visite commune à Calais, c'est des mesures de court terme qui sont des mesures de sécurité pour éviter le passage vers la Grande-Bretagne, qui se passe souvent dans des conditions dramatiques, puisqu'il y a eu une dizaine de morts dans le tunnel, et que c'est assez spectaculaire quand on voit ces réfugiés prendre d'assaut les camions. Mais il y a des décisions également à plus long terme, qui ne sont pas uniquement des questions de sécurité, qui sont des questions également de contrôle, parce qu'il faut distinguer entre ceux qui sont des migrants économiques et ceux qui relèvent d'un statut de réfugié politique. Ce n'est pas toujours facile, parce que la plupart jettent leur passeport et prétendent avoir une autre nationalité. Et puis, donc, les migrants économiques devront être rapatriés, ce qui a été décidé par les deux ministres. Et puis, à plus long terme, il faut stabiliser les différents États, que ce soit la Libye, que ce soit le Niger, et il est envisagé également d'avoir un centre de rapatriement commun. Mais les incompréhensions qu'il y a eu ont créé aussi cette tension, parce que du côté britannique, on considérait que la France n'était pas capable d'assurer la sécurité, et du côté français, on ne voyait pas pourquoi c'était les Français qui devaient assurer la police pour les Britanniques. Bon, c'est le résultat d'accords qui étaient les accords du Touquet. La tension est un petit peu baissée, mais comme l'a dit Pierre Sellal tout à l'heure, de toute façon, c'est un problème auquel on va être confronté pendant des années. Et qu'on ne va pas résoudre de façon simple. Alors, des questions, bien sûr, des tweets sur ces questions de migration. Que pensez-vous du mur anti-migrants construit par le gouvernement hongrois aux portes de l'Europe? Et puis, évidemment aussi, Catherine Colonna n'a pas parlé de cette porte d'entrée qui est l'Italie et qui dit finalement on ne peut pas tout prendre en charge non plus. Matteo Renzi qui redit son désarroi face aux flux migratoires. Oui, je ne sais pas, je reste pensive un instant parce que je ne sais pas très bien comment le dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait de traiter avec difficulté, avec tension, avec peine et de façon insuffisante, une partie seulement du problème qui est l'ultime avatar de l'ultime phénomène migratoire, qui est un phénomène, Pierre a raison, nouveau, d'ampleur croissante, et qui est vraisemblablement appelé à durer des années, qu'on ne sait pas bien gérer. L'Italie est dépassée, la Grèce est dépassée, tout le monde est dépassé. Mais s'occuper de l'ultime avatar, je prends le mot à dessein, c'est-à-dire comment se répartir les migrants une fois qu'ils sont arrivés ici,
en se les refilant comme on se refile le mistigris, pardon, hein, je sais qu'on est filmé, je ne devrais pas m'exprimer ainsi, mais la politique des uns et des autres ressemble un peu à ça en ce moment. Au lieu de se préoccuper, Sylvie l'évoquait, nos ministres ont commencé d'y réfléchir plus activement, ce qu'il faut faire comme politique de retour, parce qu'une partie de ces migrants, on parle de centaines, de milliers de personnes aujourd'hui, hein, ne sont pas des demandeurs d'asile éligibles aux conditions de l'asile, mais sont des migrants économiques. Mais surtout, comment faire une politique de prévention pour que ces gens ne partent pas, pour que leurs États ne les envoient pas sur les routes de la mort. Le co-développement, alors, depuis les pays le de co-développement, départ. la lutte contre les trafiquants, c'est un business qu'on ne dit pas suffisamment. C'est que tous ces pauvres gens qui veulent venir en Europe pour avoir une vie meilleure sont pris en main par des passeurs, sont pris en main par des réseaux. Chaque passage en mer rapporte des centaines de milliers d'euros. Il est précédé par une exploitation en amont. Il y a des camps de travail. Les gens sont violés, torturés, battus, tués s'il le faut. Ils voyagent parfois des années. J'ai vu un Gambien qui avait voyagé pendant 5 ans avant d'arriver en Sicile. Ils continuent d'être exploités après, de toutes les façons, évidemment en ne travaillant pas dans des conditions conformes aux normes sociales européennes, mais parfois en étant exploités, parfois en étant victimes de trafic d'organes. Il y a des réseaux criminels, il y a un trafic qui génère d'ores et déjà plusieurs milliards de dollars, on compte en dollars là-bas, de bénéfices par an. Il faut s'en prendre à ces réseaux, il faut s'en prendre aux pays de transit, il faut peut-être dialoguer différemment avec les pays d'origine. Et aucune solution n'est simple, et il n'y a pas de solution de court terme, Sylvie a raison, mais prenant chacun des maillons de la chaîne migratoire, du premier jusqu'au dernier, en remontant le plus possible à la source, hein, pour y appliquer cas par cas des solutions, peut permettre d'espérer éviter un sort tragique à beaucoup de ces pauvres gens. Alors l'Union européenne a commencé à mettre en place ou 32 000 ou 36 000 ou 40 000 demandeurs d'asile, c'est bien, vaut mieux ça que de ne pas le faire, mais c'est totalement insuffisant. On en est au début de la prise de conscience. Hein. Je regrette de dire qu'il y a eu peut-être une sous-estimation par pas mal de pays européens de la nouveauté, de l'ampleur et de la nouveauté de la nature de ce phénomène. C'est plus les printemps arabes, ce sont des trafics d'êtres humains. Et voir des gens morts à fond de cale, morts, étouffés, hein, en couches, comme des sardines en boîte, je vous assure que c'est pas beau. Ouais, en Italie, tout à fait. Et puis, c'est au départ de la Libye, de pays qui, justement, ont des intérêts politiques à ces trafics humains. On prend une dernière question sur cette évidemment, thématique extrêmement sensible. Je vois derrière moi, pardon. Bonsoir, je suis Christopher Varin, j'ai 29 ans, je suis conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle. On est tous d'accord pour dire que l'immigration est un problème à l'échelle européenne. Vous le disiez tout à l'heure, 320 000 personnes, des personnes qui meurent à fond de cale, des personnes qui se retrouvent sur le territoire européen et qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de lieu où habiter, où vivre, des personnes qui sont en état de survie. On est tous d'accord pour constater les conséquences de ce problème, mais les causes de tout ça, n'est-ce pas dans l'inconscience de notre classe politique européenne de ce problème-là et leur parfait décalage? Parce que les opinions publiques de tous les pays européens sont parfaitement d'accord sur le fait de dire que cette immigration menace notre modèle social, notre stabilité et notre sécurité. On le sait très bien qu'il y a de l'immigration économique et sociale. Il y a aussi dans ces flux migratoires potentiellement des terroristes. On le sait aujourd'hui avec les pays comme la Libye, ceux qui ont été le théâtre des printemps arabes, la montée des frères musulmans et l'expansion de l'État islamique dans ces pays-là. Qui veut répondre? Je vois deux intervenants hocher la tête. Et donc la question qui est la mienne, c'est comment pourrait-on arriver à une harmonisation de la politique migratoire européenne pour stopper ces flux de migrants, pour traiter les migrants qui sont déjà ici
et aussi parler de la réforme de Schengen. Tout à l'heure, vous le disiez, effectivement, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de Schengen. Des pays de l'Union européenne ont des politiques migratoires qui sont aux antipodes les unes des autres. Donc, quand est-ce qu'on parlera d'harmonisation et potentiellement de fédéralisation de cette politique? Beaucoup de questions en une. Voilà, Pierre Sellal, petit mot, et puis... Petit mot, tout d'abord, pour dire, essayons d'éviter l'expression classe politique européenne par rapport à une classe politique nationale. Évitons d'opposer Bruxelles, Paris. Bruxelles, c'est Paris. Bruxelles, c'est la France. Tout ce qui se décide à Bruxelles se décide avec la participation, le consentement de la France. Et lorsque vous évoquez une classe politique européenne qui serait à l'origine de la politique migratoire européenne, cette politique migratoire, elle est définie notamment par le Conseil des ministres de l'Intérieur, auquel la France participe, et elle apporte sa contribution, sa marque à ce qui est la politique européenne dans ce domaine. Très brièvement, ce que je crois fondamentalement, c'est que la priorité, c'est la prévention, comme l'a dit Catherine, l'action à la source, par le développement local, par la stabilisation des situations politiques. Deuxièmement, c'est la répression vis-à-vis des trafics. Et c'est ce problème qui nous a fait longtemps hésiter. Je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure à propos des moyens de Frontex. On a vécu un moment où le renforcement des moyens de sauvetage en mer était une forme d'appui aux trafiquants. C'est la raison pour laquelle il a été horriblement difficile et compliqué de réfléchir au meilleur dispositif à mettre en place pour le sauvetage en mer. Donc là, on a renforcé Triton et on a évidemment une opération aussi contre les passeurs, exactement. Les deux en un. Voilà, et troisièmement, c'est la solidarité. La solidarité, ce n'est pas simplement le partage des réfugiés, c'est également l'aide à l'assistance, à l'accueil, au traitement, à la manière de permettre à ces réfugiés en Europe de vivre. Alors, la solution qui n'existe pas, c'est le retour aux frontières nationales, et c'est ma réponse à la question sur le mur entre la Hongrie et la Serbie. Les murs et l'Europe forteresse, ça ne marche pas. En tout cas, merci de cette analyse sur la crise migratoire. On a très très peu de temps pour conclure, 3 minutes à peine sur l'Europe à je t'aime, moi non plus, c'est-à-dire stop ou encore rester ou partir. C'est quand même effectivement aussi tout le destin de la construction européenne qui se joue là-dessus. Si on commence à quitter ce club qui jadis était, on le disait, très convoité, considéré comme un club fermé, prospère, heureux, avec des valeurs communes. Et en Grande-Bretagne, eh bien, David Cameron pourrait même avancer, dit-on. Alors souffle-t-on, murmure-t-on la date du référendum à 2016. Sylvie Berman, est-ce que les Britanniques vont nous la jouer bye bye l'Europe ? Alors, il y a toujours eu un euroscepticisme assez fort au Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est devenu, pour certains, de l'europhobie. Et il y a eu montée en puissance donc, du parti UKIP, le parti nationaliste, et qui est pour le Brexit. Je ne pense pas que ce soit la position des autorités britanniques. Ce qu'elles ont demandé aujourd'hui, c'est des réformes de l'Union européenne, mais des réformes qui peuvent aller dans notre sens, parce que c'est davantage de simplification. Ça peut répondre à la question posée par Catherine Colonna sur les Vangolais italiens. C'est également davantage de compétitivité, mais c'est également une clarification des liens entre les membres de la zone euro et de ceux qui n'en sont pas membres, et puis également des mesures concernant l'immigration, non pas un arrêt de la libre circulation, mais des mesures contre les abus. Donc ça, c'est la première étape. Donc nous, on ne le souhaite pas, et eux ne devraient pas le souhaiter non plus, ce décrochage. Absolument, je pense que tout le monde serait perdant à ça. C'est un des grands pays de l'Union européenne, c'est une des grandes économies, une des 3 grandes économies de l'Union européenne. Et ce qu'on oublie toujours en opposant union politique ou union économique, c'est que sans la Grande-Bretagne, on n'aurait pas d'union politique. Parce que le seul pays qui a une capacité d'intervention militaire à nos côtés, ce sont les Britanniques. Et ce qu'on a voulu, c'est une Europe puissance, ou en tout cas une Europe politique, et qui ait des moyens qui ne sont pas seulement des moyens économiques, financiers et de développement. Donc on a besoin du Royaume-Uni, et le Royaume-Uni serait bien évidemment affaibli
s'ils sortaient de l'Union européenne. Et alors je me tourne vers la Grèce parce que 2% du PIB de la zone euro, c'est un pays qui n'est pas forcément le plus important de cette zone, on l'a compris. Quand on parle du Grexit, est-ce que les Grecs ont plutôt tendance à dire né? Alors né en grec, ça veut dire oui, paradoxalement, hein, c'est pas, il faut le savoir. Voilà. Est-ce que les Grecs ont tendance à dire né à la zone euro, on reste, ou alors est-ce que finalement ils s'en sortiraient mieux? Et surtout nous, est-ce qu'on s'en sortirait mieux dans cette zone euro à 18 plutôt que 19? Est-ce que c'est une hypothèse aussi que finalement les membres faibles du club en soient extraits? Très brièvement, je crois que les sondages après sondages, année après année, les Grecs maintiennent leur adhésion à l'Union, dont ils ont été très bénéficiaires depuis 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans qu'ils en sont membres. Et deuxièmement, adhésion également à l'euro. Je crois qu'il y a 60-70% dans les sondages des uns et des autres d'adhésion à l'euro. C'était d'ailleurs l'ambiguïté du référendum de juillet dernier. La deuxième chose, y gagnerait-on à la sortie d'un ou d'autres membres? Je crois que l'Europe a toujours avancé, elle a parfois avancé lentement, et l'Europe n'a en revanche jamais connu de retour en arrière. Et je pense que s'il y avait un Grexit, nous aurions une Europe qu'on peut qualifier de récessive, c'est-à-dire une Europe qui recule. Et ça, je crois que ce serait tout à fait mortel pour nous tous. Merci en tout cas d'avoir tous les quatre avancé avec nous sur le chemin d'une meilleure compréhension de l'Union européenne. Alors, c'en est terminé de cette table ronde, mais attention, vous retrouvez 3 d'entre vous à 17h30. Pierre Sellal, vous êtes dans des confidences en tête-à-tête avec les jeunes sur évidemment toutes les questions de carrière qui les passionnent également. À 17h30, Catherine Colonna également pour l'ambassadrice à Rome, donc je le rappelle, vous êtes également à 17h30, ainsi que Jean-Luc Kuhn-Delforge, ambassadeur à Athènes, confidence d'ambassadeur, auquel vous aviez déjà participé, Sylvie Berman, donc un peu plus tôt, vers 14h, et c'était très intéressant. C'est l'opportunité pour vous de reposer des questions beaucoup plus personnelles à ces ambassadeurs, et je vous invite à le faire. À très bientôt, et merci de votre réactivité extraordinaire publique aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à Caroline de Camaret. Nous allons faire une petite pause et nous reprendrons la prochaine table ronde à 17h.